Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au sommaire de cette édition, les bureaux de vote ont fermé dans la capitale Lusaka, alors que les Zambiens se sont rendus aux urnes ce jeudi pour choisir leur président. En Centrafrique, Karim Mekassoua a été démis de ses fonctions de député par la Cour constitutionnelle pour avoir poussé les groupes armés à lancer une offensive militaire pour destituer le président Touadéra. Et puis au Ghana, une poignée de députés de l'opposition ont initié une loi restreignant les droits des minorités sexuelles. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. En Zambie, le décompte des voix a repris ce vendredi au lendemain d'un scrutin tendu mais émaillé de peu d'incidents qui devra départager le président sortant de son opposant historique annoncé au coude à coude. Les résultats de la présidentielle mais aussi des législatives et municipales devront être connus d'ici dimanche soir. Les bureaux de vote ont fermé dans la capitale Lusaka alors que les Zambiens se sont rendus aux urnes ce jeudi pour choisir leur président entre le sortant Edgar Lungu et son principal rival Hakainde Hichilema. Le scrutin était marqué par quelques incidents et des perturbations sur Internet qui alimentent les craintes de l'opposition. Un électeur se prononce sur le scrutin. On le suit. Le vote s'est bien passé, même si le processus électoral a été assez lent. Oui, c'est lent parce que nous sommes restés debout pendant environ 4 heures, mais sinon, ça s'est bien passé. C'est assez regrettable, oui. À 13 heures, j'ai constaté en consultant mon portable que WhatsApp, Facebook et Internet avaient été coupés. C'est vraiment embêtant. Dans une démocratie comme la nôtre, l'Internet est censé être en accès libre. Il est censé être accessible pour que les gens puissent avoir accès aux informations. Parce que lorsque vous coupez l'Internet, vous coupez la voix du peuple. Et cela aura un impact sur les élections, même sur la façon dont les gens perçoivent les élections. Cela aura un mauvais impact sur le peuple, parce que les gens pourraient se demander pourquoi. Pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi coupent-ils Internet? C'est assez triste. L'ancien président de l'Assemblée nationale en Centrafrique a été démis de ses fonctions de député par la Cour constitutionnelle. Selon une décision de la juridiction suprême, Karim Mekassoua aurait poussé les groupes armés à lancer une offensive militaire pour destituer le président Faustin Archange Touadéra. Karim Mekassoua, ancien candidat à l'élection présidentielle de décembre 2020 et député de la capitale Bangui, a été destitué pour son rôle joué avec les groupes armés en décembre, selon la Cour constitutionnelle qui se fonde sur un rapport des experts de l'ONU publié le 25 juin 2021. Mekassoua a tenté de persuader Ali Darassa, leader de l'Unité pour la paix en Centrafrique, un des principaux groupes armés présents dans l'est du pays, de renforcer ses troupes afin de prendre Bangui, a poursuivi la Cour. Il espérait diriger un gouvernement de transition si le coup d'État de la CPC aboutissait, selon le rapport. L'ancien président de l'Assemblée nationale avait de son côté fait valoir que la Cour constitutionnelle était incompétente. Le rapport des experts de l'ONU n'est pas une décision de justice. C'est un instrument qui aide à constater et on ne peut pas se servir de ce rapport pour faire condamner quelqu'un, a estimé Gildas de Carême, coordinateur du chemin de l'espérance, le parti de Mekassoua. Selon les Nations Unies, le député se serait coordonné avec l'ancien chef de l'État François Bozizé, renversé en 2013 par une guerre civile et dont la candidature à l'élection présidentielle avait été invalidée par la Cour constitutionnelle.
En 2018, Mekassoua avait été démis de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale pour des soupçons de malversation financière. Une semaine avant le scrutin du 27 décembre 2020, 6 des plus puissants groupes armés qui se partageaient alors la majeure partie de la Centrafrique se sont alliés au sein de la coalition des Patriotes pour le changement et ont lancé une offensive pour empêcher la réélection de Touadéra. Ce journal se poursuit. La Ligue djiboutienne des droits humains a dénoncé le rôle de la police dans les violences qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes début août à Djibouti. La dénonciation de l'ONG sont contenues dans un rapport. Ce texte, daté de mardi et signé par Omar Ali Wado, le président de la LDDH, évoque une attaque coordonnée contre des civils, impliquant des policiers en civil et en uniforme, ayant visé le 1er août des quartiers Afar de la capitale Djibouti-Ville. Afar et Issa sont deux des principales communautés djiboutiennes. Les policiers en civil, aidés par des civils Issa, ont commencé à incendier des habitations. Les hommes et les femmes du quartier qui ont voulu éteindre le feu et empêcher les émeutiers ont été pris à partie par les policiers en tenue qui ont tiré à balles réelles contre ces personnes innocentes, poursuit le rapport. La LDDH tient à préciser que contrairement aux affirmations des autorités gouvernementales relayées par quelques médias, cet événement n'est pas intercommunautaire car la police était omniprésente et se trouvait à la pointe des combats contre les paisibles citoyens Afar, ajoute-t-il, évoquant une répression inouïe ces derniers mois. La LDDH estime que 15 personnes, en grande majorité des Afar, sont décédées et que 250 maisons ont été brûlées. En réaction, les manifestations réprimées par la police ont eu lieu dans plusieurs localités, dont Djibouti-Ville et Tadjoura, ajoute le texte. Fin juillet, en Éthiopie, des affrontements opposant Afar et Issa ont eu lieu dans la région Somalie, près de la frontière sud du Djibouti. Dimanche, à propos des événements djiboutiens, le Premier ministre Abdul Kader Kamil Mohamed a dénoncé à la télévision des barbaries perpétrées par des individus ignobles et inconscients, agissant sous le couvert d'un pseudo-communautarisme. Au Ghana, pays très religieux qui se veut exemplaire en Afrique en matière de respect des droits humains, une poignée de députés de l'opposition ont initié une loi restreignant les droits des minorités sexuelles. Plus de précisions à travers cet élément. Les relations homosexuelles sont interdites dans la nation ouest-africaine, mais personne n'a jamais été poursuivi sous cette loi datant de l'ère coloniale. Cependant, les personnes LGBT+, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer et intersexes sont largement discriminées dans le pays. Début août, une proposition de loi visant à restreindre davantage les droits des personnes LGBT+, a été introduite au Parlement. Celle-ci prévoit notamment de criminaliser la défense des droits des personnes LGBT+, une obligation de dénoncer des suspects ou encore la promotion des thérapies de conversion et l'imposition de peines de prison plus lourdes pour condamner l'homosexualité. Si le texte était adopté par le Parlement, le président Nana Akufo-Addo pourrait soit le promulguer, soit mettre sous veto. La communauté internationale et les défenseurs des droits ont largement condamné cette proposition de loi soumise au Parlement par 7 députés de l'opposition et un député du parti présidentiel. Mais selon les analystes et les diplomates, il sera difficile pour le président de s'opposer au texte tant cette proposition de loi est populaire au Ghana. Environ 90% des Ghanéens affirment être en faveur d'une loi criminalisant les relations entre personnes de même sexe, selon un sondage du groupe de recherche Afrobaromètre en 2014. Le président Akufo-Addo, qui a été réélu pour un second mandat en décembre, a affirmé qu'il ne légaliserait pas les mariages entre personnes de même sexe. Les parlementaires en faveur de ce texte affirment que l'homosexualité est étrangère à la culture ghanéenne. Et puis, les fortes pluies qui tombent au Niger depuis juin ont fait 55 morts et plus de 53 299 sinistrés, la capitale Niamey n'étant pas épargnée. C'est ce qu'ont indiqué ce jeudi les autorités de ce pays sahélien au climat habituellement très sec. Un précédent bilan officiel faisait état fin juillet de 35 morts et 24 blessés et quelques 26 532 personnes sinistrées à travers tout le pays. À la date du 12 août, nous avons un total de 55 pertes en vies humaines et 6 064 ménages abritant 53 299 personnes qui sont sinistrées, a détaillé jeudi à la radio publique le colonel Bako Boubacar, directeur général de la protection civile du Niger.
En outre, les pluies qui provoquent des inondations et des glissements de terrain ont détruit ou endommagé plus de 4800 habitations et décimé 897 têtes de bétail selon lui. À Niamey, des pluies diluviennes tombées dans la nuit de mardi à mercredi ont occasionné 6 décès dans 3 quartiers, dont 4 dans celui de Kombo, riverain du fleuve Niger, a déploré le colonel Boubacar. Ces nouveaux décès portent à 16 le nombre de morts dans la capitale depuis juin, selon un décompte de l'AFP. Les régions les plus touchées sont celles de Maradi, dans le sud-est, d'Agadez, dans le nord désertique, et Niamey, selon ces données officielles. En dépit de sa courte durée de 3 à 4 mois maximum, de juin à août ou septembre, la saison des pluies est régulièrement meurtrière depuis plusieurs années, y compris dans les zones désertiques du nord. Un paradoxe dans ce pays où les mauvaises récoltes sont habituellement dues à la sécheresse. En 2020, les inondations avaient fait 73 morts et créé une crise humanitaire avec 2,2 millions de personnes nécessitant une assistance, selon l'ONU. En 2019, 57 personnes avaient trouvé la mort. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.